Salut à tous, bienvenue dans le podcast Globo pour un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque l'on va s'essayer à la critique cinématographique et plus précisément d'une série. Sortie le 29 mai dernier sur la plateforme Netflix, Brasil 70 A Saga do Tri, en version originale, revient sur l'été mexicain de l'une ou de la plus belle équipe nationale de l'histoire, celle des Pelé, Jairzinho ou encore Carlos Alberto, le Brésil de 1970, avec en fond aussi une histoire d'hommes tourmentés dans un pays sous dictature et avec la pression d'une nation entière sur les épaules. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois un spécialiste du foot brésilien qui écrit régulièrement pour le média Lucarno Posé et qui collabore parfois avec RMC ou SoFoot. Marcelin Chamoin, comment vas-tu? Salut Malik, écoute, ça va très bien et toi? Chaudement. Ouais. Alors on enregistre cet épisode durant la Coupe du Monde. Ce soir, il y a un Brésil-Écosse, il me semble qui te tient à cœur dans moins de 3 heures maintenant. T'es un peu, pas forcément rassuré, mais on va dire Ouais. 4 points sur les deux premiers matchs. Je pense que c'est une bonne opération. Il y a la première place qui est plus qu'envisageable maintenant, donc on va dire c'est pas mal, ouais. T'as trouvé comment ces 2 premiers matchs? Pas exceptionnel, mais pas surpris non plus, parce que c'est vrai que le groupe, bon, c'est plus le Brésil qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai qu'ils se sont fait vraiment bousculer sur le premier match contre le Maroc, surtout la première mi-temps. Ouais. Finalement, ils tiennent le match nul qui est plutôt heureux, je trouve quand même. Et après Haïti, bon, qui était un adversaire plus faible, ils ont pu se mettre un petit peu en jambes, mais on va voir ce que ça donne. Mais dès les 16e de finale, je pense que ça va être compliqué pour le Brésil. Je le disais, tu écris et tu interviens souvent pour l'excellent média Lucarno Posé, avec qui tu as également sorti quelques livres, il me semble, hein, sur le foot brésilien, c'est ça? Ouais, il y en a 3 avec Lucarno Posé. Le premier, c'est une biographie de Garrincha. Après, il y a Primeira Bola, donc qui revient sur vraiment le début du foot brésilien jusqu'à la professionnalisation en 1933. Et le troisième, c'est avec Jérôme Le Signe sur le Maracanazo, donc la finale, enfin finale entre guillemets, de la Coupe du Monde 50. Moi, je fais la partie brésilienne et lui il s'occupe de l'Uruguay. D'où elle te vient cette passion pour le foot brésilien et pour le Brésil? Justement, on a déjà un peu parlé avec le Brésil-Écosse. C'est la Coupe du Monde 98, c'est mon premier souvenir. Et ouais, je pense le maillot jaune et Ronaldo aussi dans l'équipe. C'est à partir de ce moment-là, c'est ta Madeleine de Proust, en gros, ce mondial et ce premier match? Ouais, moi pour enfin en plus je me rappelle même plus parce que j'avais 6 ans, donc c'est flou. Le premier match je me rappelle pas, mais je pense que je l'ai regardé et je me rappelle juste de la finale et j'étais déjà pour le Brésil, donc Ouais, ouais, ça la a toujours été le finale, Brésil. du coup, c'est un mauvais souvenir. Ouais, pour moi, ouais. D'accord, et après donc tu as quand même été plusieurs fois à Rio? Ouais, première fois Coupe du monde 2014, donc pas pas un bon souvenir non plus. Et Ah ouais? après ouais, je suis retourné quelques fois, j'habitais là-bas et Tu voilà. avais fait des matchs en 2014 ou? Non, pas au stade parce que j'étais arrivé juste à la fin, donc je voulais vraiment voir le Brésil champion du monde et j'arrive le jour du 7-1, donc ça Ah, tu arrives ce jour-là? Ah ouais. ouais, ouais. C'était comment l'ambiance dans les Ah rues? c'est Bon, moi, je pense supposer comment c'était, mais c'était plus de la colère ou de la déception? c'était bizarre quand même, mais un peu, ouais, de l'incompréhension au final, en vrai. Parce que j'ai fait du coup sur la plage de Copacabana et ouais, les gens ils arrêtaient pas de bouger et ouais, plus non, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, de Ouais. l'incompréhension. Ouais, Et depuis, on a l'impression quand même que ce match a laissé des traces puisque, bon, le Brésil reste quand même derrière son équipe nationale, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait, un soutien de toute la population. ouais, oui, oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais je sais que le 7-1 a pas aidé et oui, ça a plus rien à voir avec ce que ça pouvait être, sur les coupes du monde précédentes. Je pense à partir de 2006, les gens, ça commence à plus avoir le même, soutien du peuple vraiment envers la sélection, par rapport à 98, 82 ou même 70, du coup, on va en parler. C'est vrai que ça a plus rien à voir. On va faire un retour en arrière 56 ans. Une période où le Brésil déjà était différent et puis, son équipe de football également avec cette série, on peut dire une mini-série qui est sortie, je le disais, le 29 mai dernier sur la plateforme Netflix. Elle est intitulée Brasil 70 A Saga do Tri en version originale. En français, il me semble, c'est le troisième sacre. C'est une production
brésilienne de 5 épisodes d'environ 45 minutes. Ça a été créé par Nana Xavier et Raphaël Dornelas, coproduite par O2 Film et Netflix. Alors O2 Film, c'est le studio qui est à l'origine du célèbre La Cité de Dieu. Et c'est d'ailleurs une filiation qu'on retrouve dans cette série avec certains plans et choix de mise en scène. Le premier épisode, il commence avec un traumatisme, c'est celui de la coupe du monde 66 en Angleterre où le Brésil est tenant du titre et va se faire sortir, au premier tour, c'est ça Marcelo? Ils gagnent le premier match et après ils perdent, les 2 suivants contre la Hongrie et le Portugal. Avec, un match, il me semble, c'est le match contre le Portugal où Pelé se fait démonter et finit blessé? Ouais, les 2. Les 2. Heu, les je attends, je crois qu'il joue pas contre la Hongrie du coup. Ça va être contre la Bulgarie où il prend très cher le premier match, du coup je sais Ouais, plus. c'est même le premier match, il me semble, hein, qui se fait parce En qu'il tout cas, il ouais, il me en semble il tout rate cas, un il finit, match. Oui, il il rate un finit match parce que du coup Pelé et Garrincha n'ont jamais perdu ensemble. Donc il y a pas donc il Pelé, joue je que le crois, contre premier. la Hongrie, ouais. Il se fait déjà découper le premier match, il revient le 3 du coup un peu forcé, un peu blessé et puis, il reprend encore cher. Il y a la terrible image avec Moraes qui le tacle 2 fois de suite. C'est vraiment le découper pour qu'il C'était l'homme à abattre, hein, c'était l'homme à abattre et puis ce qui est assez, triste pour lui, c'est que déjà en 62, il s'était déjà blessé. C'est Garrincha qui avait gagné la coupe du monde à lui seul, ouais, en 62, c'est une blessure, musculaire, mais effectivement, d'accord? il se blesse dès le deuxième match, donc il revient pour celle-là. Il est pas protégé, par les arbitres et après ça, ouais, il dit qu'il ne jouera plus jamais la coupe du monde. Donc le 1er épisode, il commence donc par ce traumatisme et le dernier épisode donc va aller jusqu'à la consécration au Mexique en 70. On spoil rien du tout, hein, le vous pouvez regarder la série, vous pouvez être sûr de du dernier épisode, du déroulé. Alors elle se présente pas comme un documentaire, mais plutôt comme une fiction. Ça va permettre un peu d'insuffler du rythme et de dramatiser, certains moments et surtout de rendre le récit plus accessible aux personnes qui ne sont pas forcément initiées. Comment tu l'as découvert toi cette série, Marcelin? J'ai vu, ouais, que c'était dans le catalogue, Netflix. Après, je sais pas si je comptais regarder, mais heu, mais oui, c'est sûr que, ouais, sur Brésil 70, ça se regarde quand même et c'est vrai qu'une fiction, du coup, ça change des reportages qu'on peut avoir, l'habitude de voir. Mais après, c'est vrai que les fictions, parfois, sur le foot, c'est difficile donc C'est rare qu'elle soit bonne, hein. c'est pour ça, ouais, ça m'a pas, je me suis pas dit: «Il faut que je regarde absolument», mais finalement, ouais, Alors ça pour l'instant, on va pas je ne sais pas si tu as aimé ou pas aimé. On s'est même pas encore entendu. je ne dis pas. On va voir ça à la fin. Mais moi, je trouve que ça valait le coup, en tout cas, de revenir là-dessus. Alors, l'un des points forts de la série, c'est son casting, avec un trio central. On a Rodrigo Santoro, qui est le visage le plus connu internationalement. Alors, il n'a pas joué forcément dans des super grosses productions. C'est l'acteur donc qui joue le rôle de Joao Saldanha, qui est un ex-journaliste sportif et communiste déclaré. Ça, c'est un détail qui a son importance et qui est sélectionneur donc de l'équipe du Brésil au moment du début, de la série et cet acteur, pour les personnes qui ont, un peu de culture cinématographique a déjà joué dans le film 300. Tu l'as vu? J'ai pas vu 300, mais j'ai vu, quelques films qu'il a joué, du cinéma brésilien qui sont assez connus. Avril brisé, 40 roues, où il est no 7 prisonniers aussi, je crois sur Netflix, Donc c'est un qui est visage connu au un beau Brésil, hein, c'est film. ça? Donc c'est un acteur, oui, qui est assez connu, ouais. C'est le Et plus gros acteur du mais casting. internationalement, on va dire qu'il s'est vraiment fait connaître, bah, pour les personnes comme moi, pour le grand public, avec le film 300. Il joue le rôle de Xerxès. C'était un empereur, un roi perse et il est assez particulier dans le film parce qu'on l'est il a le il a le crâne rasé, il est impressionnant physiquement alors que bon dans le film, dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, en tout cas pour la petite histoire, c'est celui qui joue ce rôle dans le film, l'excellent film 300.
Alors, je le disais, il est sélectionneur au début de l'aventure. Il a ensuite, contredit le régime dans la presse parce que lui était communiste et on rappelle qu'à cette époque, le Brésil vivait, sous une dictature et c'est une des raisons pour lesquelles il se fait écarter du poste juste avant le tournoi au profit de Mario Zagallo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet épisode, Marcelin? Oui, c'était déjà, surprenant qu'il soit, nommé sélectionneur parce qu'effectivement, c'est un communiste donc à l'époque militaire, c'est que c'est pas intuitif. Et en plus, il était Heu journaliste sportif, et en plus, il n'est même pas issu du monde du football, c'est ça? il était, journaliste. Ouais, alors il avait déjà eu une expérience de coach, avec Botafogo en 57 et il gagne le championnat carioca avec, Garrincha. Il avait une très bonne relation avec, Garrincha. Donc il avait une référence quand même. Donc il avait, déjà ça, mais bon la nomination est un petit peu bizarre. Après il était en plus très critique contre la CBD, donc la Confédération brésilienne, des sports et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi qu'il a été nommé, parce que finalement on le met entraîneur et comme ça il pourra plus, critiquer la confédération. Et après il fait des éliminatoires avec la sélection brésilienne, qui sont très bons parce qu'ils gagnent les 6 matchs et surtout il fait jouer ensemble, Pelé et Tostão devant. À l'époque, on joue plutôt en 4-2-4 et donc il y a ce qu'on appelle un ponta de lança, donc qui était plutôt un 9,5 donc qui était Pelé et un attaquant, plutôt physique, par exemple à l'époque il y avait Dario ou Rogério et Tostão il jouait dans la même, fonction que Pelé. Donc on disait que les 2 pouvaient pas jouer ensemble, et Saldania prend le pari de les faire jouer ensemble et il marque à 2 16 buts, en 6 matchs sur les éliminatoires. Donc le pari est réussi, et après oui, la les relations se tendent un petit peu avec, le régime. Donc il y a plusieurs, histoires. Hem donc il y avait le président, du Brésil, donc le général Médici, qui met beaucoup de Dario, donc j'en ai parlé, qui était un attaquant, qui marquait beaucoup de buts, mais qui était pas C'est technique celui comme qu'on appelle, Dada Maravilla, non? ouais, exactement, ouais, c'est D'accord. un très grand buteur, mais dans un style complètement différent de Tostão et Médici voulait le voir jouer et Saldanha, on le voit d'ailleurs dans la série, où il répond à une interview, que, le président choisit son ministère et lui, il choisit, l'équipe. Donc il y avait ce conflit, avec Médicis. Il y a une autre histoire aussi qui est pas abordée dans la série, mais c'est avec, Justric, donc qui était l'entraîneur de Flamengo, qui lui voulait le poste de sélectionneur aussi. Il passait son temps à critiquer Saldanha, qui en est marre. On voit dans la série qu'il est, assez impulsif et donc Saldanha est allé, au centre de Flamengo armé, en essayant de chercher l'entraîneur. Donc heureusement il l'a pas trouvé, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, à l'époque et on s'est dit que Saldanha c'était pas forcément une bonne idée peut-être C'est et d'où l'anecdote, pardon, je te coupe, un moment dans le 1er ou 2e épisode où un joueur dit que Saldania, une fois, avait été à la sortie de l'entraînement de Botafogo pour, tirer sur le le gardien qu'il soupçonnait d'avoir laissé passer un but. Donc ils ont un peu tergiversé avec, l'anecdote que tu racontes de Flamengo. non en fait c'est 2 anecdotes différentes. Donc 2 fois il a été tiré. OK, Ouais. OK. OK, je pensais qu'ils avaient d'accord. L'anecdote, après dans le film, on le voit sortir d'une voiture, ça j'ai jamais lu comme Caché sous ça. une voiture, ouais, Ouais, ouais. c'est jamais lu caché sous la voiture, Mmh. mais oui, effectivement, il avait accusé le D'accord, le je pensais que gardien de c'était Manga. Non, romancé, au final non. ils auraient pu mixer, mais non, c'est deux histoires réelles différentes. Donc il y avait ça et puis le dernier épisode qu'on voit là, par contre, c'est avec Pelé où un match, il le met remplaçant. Il dit qu'il voulait, le faire jouer plus tard, il voulait pas le sortir de l'équipe, mais en tout cas sur ce match-là, il le met remplaçant et juste après ça, il est, poussé à la démission. Donc il y a plusieurs choses, mais je pense peut-être pour moi l'élément le plus important, c'est, qu'il critiquait le régime, notamment, on le voit aussi, dans la série, sur le tirage au sort au Mexique où, il profite de l'interview pour, dénoncer la torture
Il l'avait fait aussi sur une tournée, en Europe, donc il parlait beaucoup et je pense, sur une coupe du monde, c'est sûr qu'il en aurait profité et je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'est dit qu'il pouvait pas rester. Alors son successeur, c'est un certain Mario Zagallo qui est joué par Bruno Mazzeo, qui est un acteur connu également, au Brésil. Alors il joue le rôle d'un professionnel, prudent et donc qui hérite, de cette équipe et avec un caractère beaucoup plus introverti que son prédécesseur. Oui, c'est sûr que c'est pas le même profil, surtout que, il a été, mis ils en parlent aussi dans la série, il est gardien, enfin garde, sur le terrain pour la finale de 1950, donc il est passé par, l'armée et puis même c'est un ancien joueur, mais qui a un profil vraiment, discipliné tactiquement. C'est vrai qu'aux côtés de Pelé, Garrincha, lui, c'est vraiment le joueur, c'est un ailier gauche, mais déjà, avec des fonctions défensives, Donc où lui, il avait été champion en 58? il est champion en 58, en 62 et après il commence tout de suite une carrière d'entraîneur avec Botafogo où il gagne en 67 et 68 le championnat Carioca. Donc il avait déjà des résultats, donc il est quand même respecté. Après ce qui change, oui, surtout, c'est, je pense la relation avec Pelé, parce que du coup, il a été le coéquipier de Pelé pendant de nombreuses années. Ils avaient une très bonne relation, là où avec Saldania, c'était tendu et je pense que, ouais, au niveau relationnel, c'est vraiment ça qui change. Après c'était déjà un entraîneur respecté qui va, apporter aussi, bah, sa touche. C'est vrai qu'ils en parlent pas trop dans la série, mais c'est d'une façon générale, je trouve qu'on oublie un petit il y a eu un peu l'idée parfois que Saldania, il a envoyé l'équipe toute prête, et que Zagallo l'a juste, prise alors que, il y a eu quand même plusieurs changements. Il y a Piazza qui était un milieu de terrain. Zagallo le fait reculer. Saldania l'avait fait quand même, sur, un match, mais Zagallo le fait reculer et du coup, il titularise au milieu, Clodoaldo, qui avait 20 ans à l'époque, donc c'est quand même un choix fort et lui, c'était un joueur qui courait beaucoup et je pense ça a donné aussi la liberté aux autres joueurs à côté, notamment Gerson au milieu, de jouer un peu en 10, reculé. Et puis l'autre, c'est, Rivellino, sur le côté gauche qui était, remplaçant, sous, Saldania. Là, il le fait jouer un petit peu, bah, le poste que Zagallo occupait en tant que joueur. Donc, ailier gauche, mais qui vient redescendre au milieu, quand il faut défendre et pareil, je pense que ça a donné, un bon équilibre à l'équipe qui était, plus solide, comme ça. Donc ce sont deux choix forts pour moi qui ont vraiment changé le Brésil et Ça fait aussi pas sur l'association, Tostão-Pelé. Bon, Tostão, il a ce problème à l'œil aussi qui est abordé dans la série, donc il peut pas jouer. En attendant, c'est Dario qui va jouer un petit peu et puis, Rogério aussi, en pointe aux côtés de Pelé. Zagallo, il croit pas trop non plus pour la coupe du monde à cette association, Pelé-Tostão. Et finalement, il change un petit peu à la dernière minute, mais du coup, on voit qu'il pouvait aussi, s'adapter à ce qu'il voyait. Pelé justement, le personnage principal, mais qui n'est pas forcément plus mis en avant que Saldania ou Zagallo. C'est vraiment un trio qui est mis en avant dans cette série. Pelé qui est joué par Lucas Agricola, avec donc la trajectoire du héros brisée de cette blessure et de ce mondial de 66 et qui porte le poids du titre du roi, parce qu'à ce moment-là, il est déjà le roi, le meilleur joueur du monde et qui doit comprendre son rôle entre l'idole qu'il est, l'idole du foot et son image qui est, beaucoup utilisée par les militaires. Oui, oui, bah, forcément, c'était vraiment, ouais, l'idole, planétaire, donc il a été utilisé un petit peu par tout le monde et la dictature en a profité aussi. Même si, par exemple, dans la série, il envoie un communiqué, sur l'enlèvement de l'ambassadeur allemand. Mmh. À Rio, ça, j'ai regardé dans la presse, j'ai pas trouvé de moment où c'est lui qui dit ce communiqué. Il y a des D'accord. journaux qui reprennent un communiqué du ministère de la Défense il dit, je l'ai sous les yeux, «La nouvelle de l'enlèvement de l'ambassadeur allemand a eu un profond impact au sein de la sélection au Mexique. Pelé, Brito, Rivellino, Clodoaldo et les autres craques
se désole que les pires traîtres et criminels viennent perturber la tranquillité et l'enthousiasme de la sélection. Donc on voit que c'est utilisé, mais Pelé lui-même, pour moi, il a jamais, dit ce communiqué. Donc pareil, ouais, il y a un peu cette idée effectivement que, Pelé était au service de la dictature. Je sais pas si c'est vraiment le cas. C'est vrai que, bah, c'est une position délicate, mais je suis pas sûr qu'il avait le luxe de pouvoir faire autre chose, quoi. Ça devait pas être facile à gérer pour lui et ça fait partie des quelques critiques négatives de cette série où, le caractère de Pelé, on trouve est un peu, sous-estimé. Beaucoup ont dit que, bah, Pelé avait déjà du caractère parce qu'on le voit un peu hésitant dans le vestiaire, dans la série. Mais bon, en tout cas, ça on verra dans les critiques, à la fin et puis à noter que le perso de Gerson, il est joué par Felipe Souto, qui est un vrai footballeur. Il joue actuellement au Botafogo de São Paulo et qui a été formé à l'Atlético Mineiro. Moi, ça m'a interpellé parce que on va revenir sur la qualité des scènes, de matchs dans la série. Je voyais que Gerson, l'acteur, je me disais: «Il a l'air d'avoir un beau pied gauche» et c'est donc joué par un vrai footballeur qui est professionnel et qui a été formé à l'Atlético Mineiro. OK, bah, je savais pas. C'est vrai que la ressemblance physique, on va dire, elle est pas évidente par rapport à d'autres personnages. Du coup, j'avais pas fait attention, mais OK. Mais sur l'un des premiers buts du tournoi où c'est une ouverture sur Pelé, j'ai vu j'ai vu la patte gauche de l'acteur, je me suis dit: «Celui-là, il aurait pu faire quelque chose dans le foot», mais en tout cas, ouais, c'est le cas. Alors le tournage de cette série, elle a eu lieu, aussi bien au Mexique qu'au Brésil, donc il y a pas mal de scènes au début qui sont au Brésil, mais et les autres sont bien, au Mexique et la production, elle mêle donc des reconstitutions de stades qui sont impressionnantes. On a eu l'occasion de revoir le stade Aztec là durant le début de cette coupe du monde, mais lorsqu'on le voit dans cette série, ça fait vraiment partie des points forts, ces reconstitutions de stade avec notamment des détails, je sais pas si tu as fait gaffe, que même les panneaux publicitaires, même les cages, les filets sont vraiment reproduits à l'identique. Donc l'intelligence artificielle et le progrès, le progrès des effets spéciaux, ils jouent beaucoup, mais en tout cas, c'était vraiment impressionnant et même les séquences de matchs immersives, sont vraiment bien faites et c'est à noter que les acteurs, ce sont réellement eux qui ont joué ces scènes-là. Ils n'ont pas eu de doublure. Donc sur certaines actions, on voit que c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est également l'un des points forts de cette série. Ouais, pour moi aussi, j'ai trouvé que ce soit effectivement les stades. Il y a juste du coup le Villa Belmiro. Au début, il y a une scène avec, João Saldanha et Pelé. Du coup, ça, c'est l'actuel, elles ont pas mis De au Santos. ouais, qui était différent à l'époque. Mais c'est Mmh. vrai que, ouais, C'est l'Azteca, impressionnant. ouais, on est vraiment dans l'ambiance, même les couleurs ou effectivement les panneaux publicitaires. Tu as l'impression que tu vas voir le match de 70. C'est vrai que c'est, très bien réalisé et pour les actions aussi, ouais, je me demandais justement comment ils avaient fait parce qu'effectivement quand tu vois, tu sais quand est-ce qu'il va y avoir le but parce que ça ressemble vraiment à Ils ce ont tout qui copié. C'est simple, après chaque épisode, après chaque match de dans la série, j'appuyais sur pause, j'allais sur YouTube, je regardais les actions, je me disais: «Mais ils n'ont rien laissé au hasard». Même, tu sais, quand Pelé se fait tacler par les Uruguayens et quand il est au sol et il le bouscule, tu sais, c'est exactement pareil. ouais, je pense aussi au but, contre l'Angleterre qui est un peu technique en plus avec, Tostao qui s'échappe et c'est vrai que c'est ouais, c'est vraiment ça. Effectivement le coup de coude sur l'Uruguayen, c'est Oui, ça sur aussi. Fantes. Ouais, exactement et du coup, ouais, c'est vrai que dès le début, c'est quelque chose qui marque. Justement, tu as parlé aussi de l'ouverture de Gerson, pour, je crois que c'est Pelé qui marque sur celui-là. Et oui, ça ressemble vraiment et ouais, tu vois quand est-ce qu'il y a le but et c'est vrai que c'est une vraie réussite sur cette série, là où souvent sur, d'autres, séries ou films sur le foot, c'est un peu plus aléatoire, on va dire. L'arrêt de Gordon Banks contre l'Angleterre, très, très dur à reproduire. Alors celui-ci n'est pas à l'identique, mais on voit vraiment ils ont vraiment fait
l'effort et n'ont pas bâclé cette partie-là dans la série et c'est vraiment ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ont vraiment voulu refaire les choses comme elles étaient. Même les détails tactiques avant la finale, la scène lorsqu'ils sont dans le vestiaire avec, Zagallo et son tableau noir, enfin plutôt son tableau et ses petits, ses aimants qu'il bouge. Il raconte comment Carlos Alberto va mettre alors c'est le troisième ou le quatrième. C'est 4e. c'est le quatrième. Ouais, le dernier, ouais. Jairzinho raconte: «Puisqu'ils vont me prendre, ils vont me coller, moi je vais aller dans l'axe, ça va libérer le couloir et on va pouvoir donc Pelé va pouvoir dé». Il raconte réellement le but, comment il s'est passé et puis, bah, on le disait la reconstitution est identique donc même les détails tactiques ont été travaillés. Ouais et puis en plus pas romantisé parce que c'est vraiment passé. Zagallo utilisait ce football de bouton qu'on appelle au Brésil qui était populaire à D'accord. l'époque et ça existait pas trop. Il leur montrait un petit peu, tactiquement ce qu'il attendait et le but est dessiné par Zagallo effectivement, où il avait demandé à Tostao d'aller coller un petit peu le libéro, le sacrifier sur cette finale, mais il savait que ça allait ouvrir, d'autres, espaces donc il y a cette scène est réelle aussi. C'est l'un des buts les plus marquants de l'histoire du football. On va faire même au départ de l'action, il me semble que ça part de Clodoaldo, qui est entre 3 Italiens, il fait un 4 mais ouais, râteau, il il en dribble 4 et oh là après là, c'est exceptionnel. Toute l'action est exceptionnelle. ouais, puis même au niveau de la symbolique, c'est vrai parce que, bah, tous les grands joueurs de l'équipe vont toucher le ballon et il y a ce décalage qui fait pour le capitaine à la 87e minute, tu mets le 4-1 qui t'assure définitivement la coupe. C'est vrai que le but et il est exceptionnel, que ce soit individuellement avec Clodoaldo au début ou collectivement. Et puis après, oui, il y a toute cette symbolique du capitaine qui va marquer le dernier but. Oui, c'est un but, des buts les plus marquants de la Coupe du Monde, je pense, avec celui de Maradona en 86. C'est les deux de la Coupe du Monde, je pense, auxquels on peut penser rapidement. On parlait du fond politique, cette situation, au Brésil et qui est assez bien traitée dans cette série. Alors certains estiment qu'on en parle trop, d'autres non. Mais c'est là où cette série, elle prend de la hauteur par rapport à un simple, biopic sportif. À ce moment-là, la Seleção n'est pas juste une équipe qui joue, pour une coupe, elle devient malgré elle un outil de communication, pour le régime et un exutoire pour le peuple, qui souffre. On voit notamment l'entraîneur donc Saldanha qui se fait débarquer, tu le disais, c'est 3 mois, heu, avant le mondial en tant qu'éternel opposant à la junte militaire. Jusqu'à tu en parlais au moment du tirage au sort, il aurait donné les listes des gens tués et disparus durant le tirage au sort. Il l'aurait donné, à à des journalistes et c'est un peu la goutte, qui a fait déborder le vase, pour le régime en place. Ouais, pour moi, c'est vraiment cette crainte qui puisse parler. Effectivement, en plus, la coupe du monde, c'est qu'il y a des journalistes du monde entier. C'est sûr qu'il aurait profité du moment pour, dénoncer ce qu'il avait, déjà dénoncé puisque, quand il y a le tirage au sort, bah, au Brésil, il y a la censure à l'époque, donc il y a pas de retour sur ce qu'il a dit. Mais, sur une coupe du monde avec, ouais, des journalistes du monde entier, c'est sûr que, Et ça si inquiétait la junte, ouais. il a une citation, il me semble qui est réelle. Il avait dit: «Mieux vaut 100 000 personnes dans un stade que 100 000 personnes dans les rues». Il ironisait un peu sur le fait que le gouvernement mette en avant, cette équipe. Est-ce que toi tu trouves que, dans cette série, le les réalisateurs ne sont pas tombés dans le manichéisme, en gros les militaires contre les footballeurs? Est-ce que tu penses que ça a été bien traité par les personnes qui l'ont réalisé? Ouais, je pense, ouais. On voit quand même les militaires Qui effectivement montrait mais pas présents. forcé quoi? Non, parce que, par exemple, on les voit à un moment à l'entraînement où les militaires armés qui surveillent, ça a été le cas. C'est vrai que ça perturbait aussi, les joueurs parce qu'effectivement l'ambiance est un peu, hostile. Mais oui, ça existait donc non, ça me semble pas, exagéré. Alors je vais avoir quelques petites questions pêle-mêle, par rapport, à certaines scènes et toi tu vas nous dire si c'est vrai ou non. Alors il y a l'histoire de la mauvaise vue de Pelé. Santagna à un moment, dans le vestiaire lui reproche, de mal voir.
c'était réellement le cas? Oui, ouais, il était myope et après est-ce que ça avait une influence sur son jeu? Pelé disait que non, mais Saldana disait oui, surtout sur les matchs, nocturnes, ça handicapait, Pelé. Heu, voilà, il était effectivement myope parce que ça a une influence, on sur un match, c'est contre le Chili. Après, c'est un match, de préparation un petit peu à la fin et il a dit qu'il voulait le reposer. Alors du coup, est-ce qu'il profite, de ce moment où on se dit: «Bah, s'il met Pelé, dehors, c'est peut-être le bon moment pour le virer». Peut-être que, ouais, il était un peu le bouc émissaire, mais oui et puis après pour revenir sur l'histoire de la myopie de Pelé, il y en a qui disent que c'est un petit peu pour ça aussi qu'il a fait ces actions, sensationnelles au mondial, notamment le lob, qui tente, le Ouais, pré-match, personne le voit, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'était pour montrer un petit peu qu'il avait vu, l'action avant tout le monde ou la passe aveugle à la fin pour, Carlos Alberto contre l'Italie. parce qu'il y a deux actions mythiques de Pelé, on presque ses 2 buts les plus célèbres sont 2 buts qu'il n'a pas marqués et durant ce tournoi, donc il y a le lob, c'est contre la Roumanie, la C'est tentative de lob. Tchécoslovaquie le La premier match. Tchécoslovaquie, le premier match où il tente donc de lober le gardien, depuis son propre camp et ça Ouais, passe de ouais, quelques centimètres à côté. Il y a contre l'Uruguay en c'est quart ou demi-finale l'Uruguay? demi-finale. La demi où il laisse passer le ballon, il feinte le gardien et ensuite, essaie de redresser la trajectoire du ballon mais qui passe juste à côté et d'ailleurs ces scènes sont très bien jouées donc c'est vrai que Pelé, on connaît peut-être plus ces 2 buts qu'il n'a pas mis plutôt que des buts qu'il avait marqués. Plus D'ailleurs, la tête contre l'Angleterre aussi qui fait partie, ouais, de exactement, ces l'arrêt 3 du matchs, ouais, siècle. enfin 3 buts, Il ouais. a il avait dit quoi? Parce qu'il il me semble qu'il avait il y a une citation célèbre de sa part. Alors J'ai marqué ce but mais ouais, mais Gordon Banks l'a arrêté. ouais. En gros, ben, pour lui, il pouvait pas mieux faire. Ouais. Et il a marqué mais c'est vrai que c'est un arrêt, bah, on vous conseille, pour les plus jeunes d'aller regarder, vous tapez Gordon Banks, Pelé et c'est un arrêt qui est incroyable. Ouais, ce qui va très vite au sol et puis oui, effectivement, il y a tout le stade qui commence déjà à se lever. Tu as l'impression qu'il y a but et finalement, il Et la on le ressort et en on plus, et on elle le passe voit au-dessus. et on le voit dans la série où le banc de touche se lève, même et Saldania et l'autre commentateur qui sont réellement bouche bée et le second commentateur dit que, c'est Dieu qui est intervenu sur, Ouais. c'est un moment fort donc vraiment dans cette série, il y a des actions mythiques, elles sont très, très bien reproduites. Je voulais revenir sur Pelé. Dans les premiers épisodes, les réalisateurs, ils choisissent de montrer un Pelé qui est fragile, qui est hésitant, qui est presque cassé après 1966. Donc entre 66 et 70, il y a quand même du temps qui est passé, notamment il y a eu une vie, en club. Qu'est-ce qu'il y a eu durant cette période? Est-ce que déjà c'était le cas? Est-ce qu'il était réellement ou bien ça a été vraiment, romancé pour la série? Et qu'est-ce qui s'est passé en club pour Pelé entre 66 et 70? Qu'est-ce qu'il avait encore son niveau ou bien il était vraiment sur la fin? Oui, je pense que c'était une bonne idée de commencer sur 66, et finalement il a que 26 ans, mais c'est vrai que là il est contesté puisqu'il gagne pas la coupe du monde et il y en a qui disent déjà que c'est la fin, parce qu'il y a un prime qui est tellement haut, qui est arrivé à entre 19 et 21 ans. Heu, donc après 66 effectivement on disait que, Pelé était fini. Après en 68 avec Santos, il gagne à peu près tout ce qu'il peut gagner, tous les championnats. En 69, il marque le 1000e but en carrière. Il réussit les éliminatoires avec le Brésil, donc il est plus contesté pour moi en 70 à part, quelques voix un petit peu dissonantes, mais non, je trouve c'était redevenu Pelé, c'était le plus grand joueur de tous les temps et c'est vrai qu'on le voit aussi contesté par, ses coéquipiers. Alors il y a une scène effectivement qui s'est vraiment passée avec, Fontana, donc qui était un un défenseur central réserviste où, il s'était un petit peu battu, sur un Santos Vasco donc en club. Ah ça Heu, c'était en club parce que dans la ouais, série, c'est en vrai fait, qu'ils ont ouais. l'histoire, elle vient en club, mais après justement en sélection, à un moment, un repas, Pelé, s'arrête, il se met debout et il serre la main de Fontana et il dit: «Maintenant c'est le Brésil, il faut qu'on gagne ensemble». Donc ça a été un vrai leader, en vrai et c'est vrai que ce côté de la série, je trouve qu'on le montre très, très fragile,
Il est contesté par Paulo César aussi, donc qui a dit des choses après sur justement les rapports de Pelé avec la dictature. Mais pour moi C'était non, des critiques de la part de Paulo César? ouais, qui avait dit qu'en gros, Pelé servait, la dictature et il avait jamais vraiment dénoncé aussi le racisme, par exemple. Mais sur la coupe de 70, en plus, Paulo César il est encore, très jeune à ce moment-là, donc Ouais, il avait 20 ans, ouais. il a pas, ouais, contesté, Pelé. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec ce côté de la série qui on n'a pas l'impression vraiment, du poids que Pelé avait vraiment à ce moment-là. Et puis tu le disais et ça fait partie également des critiques négatives, c'est qu'on dépeint un peu Zagallo, enfin, il est un peu sous-valorisé face à Saldania et tu le disais notamment, dans les choix tactiques parce que beaucoup disent que Saldania avait fait du très bon boulot, mais vraiment ce qui a fait que le Brésil 70 est devenu Brésil 70, c'est tu l'as dit, c'est cette incorporation de Rivellino et le fait de jouer donc avec, quasiment 5 numéros 10 et ça Saldania ne l'avait pas fait. Oui, parce que du coup, il jouait vraiment avec un vrai ailier gauche qui était plutôt, Edu. Après, il y a quand même cette association, Pelé-Tostão, de Saldania et faire jouer Gerson, un petit peu plus, reculé. Donc il y a eu un petit peu les 2. C'était, Tostão justement qui avait dit, que les 2 avaient contribué à leur manière, au sac de 70. Alors, il y a un épisode qui est au début de la série avec des menaces de kidnapping sur Pelé durant ce mondial. C'est vrai ou faux? Ouais, ça aussi, ouais, ça a eu lieu. Après, du coup, est-ce que c'est le gouvernement, la junte qui, disait que Pelé était menacé pour, parce qu'il y avait, effectivement des militants d'extrême gauche qui étaient, qui pratiquaient des enlèvements. Donc je pense qu'il y a diffuse un petit peu l'idée pour le montrer que c'est des ennemis de la nation. Je pense pas qu'il y ait de réelles menaces d'enlèvement. Saldani a-t-il réellement commenté les matchs durant le mondial? Oui, ouais, ouais, c'était, enfin, comment tu je sais plus, heu qui commente à l'époque? Je pense à plusieurs chaînes. Côté Brésil, je sais plus. En tout cas, dans la En tout cas, série, il c'est était sur place et il suivait d'accord, la il su compétition, il ça c'est il sûr. couvrait la compétition, d'accord, Est-ce qu'il commentait à la télé? Je suis pas sûr. d'accord. Zagallo, la superstition, on le voit, elle est très présente, c'était vraiment le cas? Oui, oui, ouais, ouais, c'est quelque chose qui a marqué toute sa carrière. Effectivement, je sais plus quelle phrase c'est où il dit il y a 13 lettres. Lui, c'était Oui. le numéro 13. Bon, il portait pas à l'époque, parce qu'on était sur une numérotation, à 11, mais oui, c'était un très grand Et il y superstitieux. a la scène aussi quand ils descendent de l'avion au début. Il leur dit: «Vous descendez Oui, tous avec le pied droit, ouais, ouais, même non, ceux qui sont gauchers». il avait ce côté-là, ouais. Et c'est du coup aussi bien vu de la série. Je trouve qu'il y a un vrai travail de documentation pour mettre des petits détails. J'ai dit aussi le football de bouton qu'il utilisait. C'est vrai que j'ai bien aimé ce côté de la série. Alors, tu as écrit un livre sur le sujet, mais à la fin de l'épisode numéro 3, il me semble, il y a une scène qui m'a fait rire, c'est, lorsqu'ils apprennent qu'ils jouent contre l'Uruguay et là, on a l'impression, enfin, surtout Pelé, on a l'impression qu'on lui avait annoncé, la mort d'un de ses proches. Il semble alors pas que lui, hein, tous ceux qui ont vécu le Maracanazo, donc de 1950, semblent terrorisés à l'idée de jouer l'Uruguay. Est-ce que c'est un peu exagéré ou il y avait vraiment cette crainte des Uruguayens? Un peu des 2, ouais. Bon après, match contre l'Uruguay, c'était toujours, difficile, mais c'est vrai que surtout la presse qui aimait beaucoup rappeler ce match de 1950. Et après Pelé aussi dans son histoire, c'est vrai qu'il a très souvent raconté cette scène où, il voit son père, pleurer, avec la défaite du Brésil et qu'il va promettre de gagner la coupe du monde. Donc c'est vrai que il y a tout ce symbole. Après ce qu'ils avaient peur, je suis pas sûr, mais enfin, oui, un match contre Il y a l'Uruguay, je d'ailleurs sais que c'est compliqué, il ouais. y a d'ailleurs des joueurs, qui essaient de désamorcer un peu, qui disent: «Ah c'est bon, c'est que l'Uruguay, on va les taper comme on tape tout le monde», donc c'est vraiment quelques personnes et surtout ceux qui ont connu les plus âgés, qui ont connu donc cet épisode qui semble un peu, redouté, d'autant plus que dans ce match, je crois qu'ils prennent un premier but. Sur ce Ils sont match-là, menés ouais, 0, ouais, ils sont ils menés prennent le 1-0. premier but et juste avant la mi-temps, Clodoaldo, il égalise, mais ils font pas un bon match.
et là aussi, c'est vrai à la mi-temps, Zagallo est pas du tout content et il demande aux joueurs d'oublier le passé, donc c'était peut-être un Ouais, petit peu ça on le voit bien dans la série où il dit: «C'est fini», le fantôme, parce qu'il parle toujours du fantôme. Il y a d'ailleurs des scènes où Félix, le gardien, semble revoir c'est Barbosa, le gardien de 1950. Il semble revoir un peu comme un fantôme et il semblait un peu tétanisé. On va parler d'ailleurs de Félix qui est présenté un peu comme un mauvais gardien et en plus comme un peu comme un lâche. Il était réellement mauvais? C'était le goal de Fluminense, il me semble, hein? ouais, et tu Fluminense, mauvais, c'est un peu exagéré, mais C'était pas le point fort. c'était pas le point fort. Puis il y avait Gilmar à l'époque, juste avant, enfin pendant 10 ans, qui était un très grand gardien. Donc c'est sûr que la comparaison elle était un petit peu difficile. Je pense que c'était ça aussi, quand tu passes après, une légende où c'est vraiment un gardien de haut niveau pendant 10 ans, c'est difficile pour assumer derrière. C'est pas un mauvais gardien, mais, il fait pas partie des gardiens marquants de la sélection brésilienne. D'accord. Alors on va voir maintenant la presse brésilienne et la critique, les éloges d'un côté et les critiques négatives. Alors il y a Rolling Stone Brésil qui signe, l'une des critiques les plus enthousiastes. Ils apprécient donc la qualité du casting, la qualité de l'interprétation, de Rodrigo Santoro qui joue vraiment admirablement bien. Ouais, on l'a dit, c'est l'acteur le plus connu et Ouais, c'est vrai qu'il, c'était pas pour rien. ouais. Il est vraiment magnifique dans ce film, Et ouais, dans j'ai vu cette dans série. d'autres films où il est très bon aussi et le bon, c'est déjà un beau rôle, je pense, Joao Saldanha. C'est vrai que Oui. c'est quand même un personnage aussi, lui-même, mais ouais, je trouve il est très bien interprété et en plus, tu as ce côté effectivement, sélectionneur puis, journaliste. Donc, ouais, c'est le rôle pour moi le plus marquant de la série. Il y a une chose qui revient souvent aussi, c'est la ressemblance physique entre, Lucas Agricola, donc qui joue le rôle de Pelé et Pelé. La ressemblance, elle est folle. Mmh. Ouais, bah, je pense que c'est pour ça qu'il il a Ouais, été parce que, choisi. lui, on voit ses qualités d'acteur, elles sont pas d'ailleurs, c'est son premier film, enfin sa première Ouais, série. oui, sur Pelé, du coup, c'est vrai qu'il y a la ressemblance physique et même au niveau de la voix, je trouve, elle est Oui, très ressemblant. Mais par contre, ouais, du coup, ça me surprend pas, c'est son premier film. Je trouve que, ouais, ouais, on voit sur l'acteur, certaines scènes, c'est il c'est dégage pas pas Denzel grand-chose. Washington, quoi. Non, et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que Pelé, il apparaît un petit peu contesté et je trouve Ouais, que il aurait peut-être fallu un acteur, qui lui confirmé. ressemblait un peu moins, mais Ouais. qui pouvait transmettre plus de choses, je pense. D'accord. Et alors dans les critiques, on va voir, Tostao qui écrit pour un journal ou un magazine, qui a une chronique et qui salue cette série bien faite, agréable et palpitante pour reprendre ses mots, avec de grands acteurs et d'excellentes reconstitutions des actions et des buts clés. Donc Tostao qui faisait partie de cette équipe. On a également, Il avait dit heu quand même, que, ce qu'il y a une scène où il va voir Zagallo à l'époque où il est remplaçant pour, demander à jouer et il a dit que, ça s'était jamais passé, qu'il avait jamais demandé à alors ça c'est Zagallo, même s'il comprenait, oui, que pour la série, il y avait besoin d'un petit peu de romantiser. Ça fait partie justement des critiques négatives, donc il y a plein d'autres, critiques positives, que ce soit de Adoro Cinéma ou Watson Netflix, qui est la référence anglophone sur le streaming et qui, pareil, attribue un avis, très positif à l'image du documentaire de Senna. Et dans les critiques négatives, en effet, certains reprochent le manque d'exactitude et les libertés prises, avec de nombreuses scènes inventées et sensationnalisées, pardon, destiné à dramatiser la véritable histoire. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie un peu du jeu. Je me suis amusé à aller sur YouTube, sous une vidéo donc de la série et de voir un peu les critiques. On estime, que cette série est une réussite. Je vais te lire pêle-mêle un peu des commentaires. Alors j'ai vécu cette époque et je peux vous le garantir, la série est spectaculaire. Cette série est fantastique. Il y en a d'autres qui parlent de chef-d'œuvre. Il y en a un qui dit que la reconstitution des moments les plus importants, comme le tir de Pelé, on disait, depuis le milieu de terrain ou le grand pont sur le gardien uruguayen, ont semblé très fidèles à la réalité. J'ai eu la chair de poule en regardant la série. Hormis les inexactitudes historiques, j'ai trouvé la série tout simplement fantastique. Voilà, c'est assez unanime. Cette série est excellente et cetera et cetera. Dans les rares critiques négatives, donc c'est le caractère fragile de Pelé qui revient souvent,
Pour moi, la pire erreur a été de dépeindre Pelé comme un homme complexé. La plus grande erreur historique de la série est de dépeindre Pelé comme un homme indécis. Donc vraiment les gens, insistent là-dessus. Il y en a qui reprochent également le fait de trop parler de politique et d'idéologie. Voilà, en gros, voilà, les critiques sont plutôt là-dessus, mais on reconnaît, unanimement la qualité de cette série. Toi, de ton côté, Marcelin, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, je suis assez d'accord avec, ces critiques. Je pense que ça vaut le coup et ça rend hommage à l'équipe et aux joueurs. Ce que j'ai apprécié, ouais, effectivement, c'est le fait que les actions se ressemblent beaucoup aux vraies actions. J'ai envie de d'en revoir les matchs encore une fois. Mais, ouais, comme on l'a dit sur, d'autres, fictions de fou, c'est parfois beaucoup plus, aléatoire. Là, on reconnaît vraiment les actions. Il y a eu un travail de recherche aussi. Bon, on a parlé de la superstition de Zagallo, par exemple. Donc effectivement, il y a quelques libertés qui peuvent être prises, mais, pareil, si on compare avec d'autres choses qui ont été faites, je trouve que c'est vraiment minime. Sinon après, donc ce que j'ai moins aimé, bah, bon, on l'a dit, le personnage de Joao Saldana, il est très bon. Après, je trouve les cigarettes étaient un petit peu trop à un Ouais, on moment va aussi. dire pour, la lutte contre le tabagisme, Comment il ne fumait, mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une réplique à sortir, tu es obligé de lui mettre une impressionnant. cigarette? Ouais. J'ai trouvé aussi, ouais, Carlos Alberto peut-être un petit peu faible. C'était un vrai leader aussi. Son surnom, c'est Capitaine, et Ouais. il avait un vrai leadership sur, On le voit très peu au final, hein, on le et voit, on bah, voilà, je trouve sur le on le dernier voit épisode. pas assez, donc c'est un petit peu, dommage. Bon, le personnage de Pelé aussi qui m'a un petit peu déçu, mais, on a déjà parlé. Et puis, aussi un truc qu'on n'a pas parlé, mais, c'est le couple de supporters Oui, qui pour moi ouais, apporte rien finalement à l'histoire. ouais. Bon, ça représente du coup les supporters, mais, je trouve que c'est vraiment Et dans dispensable et les tu les vois beaucoup pour rien. et dans les exagérations, qui ont été, citées tout à l'heure, est-ce que tu te rappelles dans un épisode, en gros, je sais plus c'est quel but, je crois que c'est sur un but de Rivellino, où Pelé est un peu bloqué entre 2 joueurs et tu as la fille donc de ce couple qui crie: en retrait Rivellino!» et on voit Pelé, qui entend en gros ce qu'elle dit dans le public et qui du coup va mettre une passe en retrait à Rivellino qui arrive Oui, et ouais. qui et qui met un boulet de canon. Ouais, ça fait partie des quelques petites exagérations, mais bon, moi je suis comme toi, hein, mis à part ça, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder cette mini-série. En un week-end, ça a été réglé. Il y a que 5 épisodes, 45 minutes. Bon, c'est vrai qu'on est en période de coupe du monde, donc pour ceux qui nous écoutent, ça va être difficile de la regarder maintenant. Mais, en tout cas, je conseille vraiment de le faire. Je voulais quand même parler un peu de la musique qui est omniprésente, dans cette série et dans les 5 épisodes. Dans tous les épisodes, on a des chansons, connues de cette époque qui apparaissent avec notamment le sorte d'hymne officieux de cette coupe du monde 70 et de cette équipe nationale. C'est Para Frente Brasil du groupe Banda Folha Brasileira qui est un peu l'hymne de cette équipe et je voulais revenir un peu sur la scène musicale, brésilienne à cette époque-là avec, en 1967, un groupe d'artistes qui commence à expérimenter de nouvelles sonorités, fusionnant samba, bossa nova et musique afro-brésilienne avec du rock psychédélique et de la pop britannique, avec notamment à cette époque, Gilberto Gil ou, Os Mutantes et Tom Zé. C'est le mouvement qu'on appelle, Tropicalia, qui naît en pleine répression et compte des figures de proue qui ont été rapidement, contraintes à l'exil et je voulais revenir là-dessus. Donc en fait, au moment, du mondial 70, les 2 plus grands artistes brésiliens, qui étaient Gilberto Gil et Caetano Veloso, étaient en exil à Londres, ce qui fait un parallèle énorme avec ce que vit Saldanha dans la série, viré pour ses positions politiques. Donc, à la fois, le Brésil brillait pour son équipe nationale, mais ses plus grands artistes musicaux étaient contraints d'exil. Ouais, c'est aussi paradoxal, c'est vrai cette, période, parce que tu as les plus grands joueurs brésiliens, les plus grands musiciens, et en même temps, ouais, la période la plus, répressive, effectivement, oui, ils ont été, forcés à l'exil, ce qui montre aussi encore une fois que, bah, Pelé, il avait pas cette, liberté de critiquer le régime, et que, bah, ça pouvait coûter, beaucoup.
Mais c'est vrai que ouais, la musique aussi, se développe, se modernise à cette époque. Bah, je pense qu'on a fait un petit tour, assez complet de cette série, en espérant que ça donnait envie, aux auditeurs de la regarder. Je vais m'essayer dans d'autres épisodes de revenir sur des biopics ou des fictions de foot. Est-ce que toi, tu en connais? Est-ce que tu en avais déjà vu, sur différents sujets? Alors du coup, j'avais noté, donc pas vraiment sur le foot, mais justement sur cette, période, de la coupe du monde 70, il y a un film brésilien qui s'appelle «L'année où mes parents sont partis en vacances». Donc D'accord, c'est un couple, révolutionnaire à São Paulo qui laisse leur enfant, sous la protection du quartier, juif de São Paulo, et ça se passe vraiment, ouais, sur cette coupe du monde. Donc on voit des images aussi, donc pour ceux d'accord. qui ont aimé un petit peu le Donc contexte c'est quoi le de titre? «L'année où mes parents sont partis en vacances». ouais, c'est ça. D'accord. Donc il y a celui-là, j'ai noté, Pelé, naissance d'une légende, qui était aussi Netflix, qui est sur M6 actuellement. D'accord, il Hem, était sorti c'est celui qui est sorti il y a quoi? Il y a un an, c'est ça? Un an ou 2? non, c'est il y a plus longtemps, D'accord, peut-être 2019, un truc comme ça. Et là, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de liberté prise avec la vraie histoire, et justement sur les matchs aussi, où c'est un peu abusé, où il faisait de la samba sur le terrain. Là, on reconnaît quand même beaucoup plus, les actions, mais le film est sympa, ça vaut le coup. Hem Et puis j'avais noté aussi, Eleno, c'est sur, un joueur, de Botafogo dans les années 40, qui est vraiment personnage aussi, puisqu'il est un petit peu, il vient d'un milieu très aisé, et en même temps sur le terrain, il était, bagarreur. Enfin, il est vraiment une personnalité un petit peu un petit peu double. Ce qu'on disait en dehors, c'est vraiment un gentleman, mais sur le terrain, il était horrible. Il était tout le temps expulsé, il se battait avec tout le monde. Puis la fin aussi est assez, particulière, donc ce film vaut le coup. Et en plus, du coup, c'est l'acteur qui joue, Joao Saldanha, donc Rodrigo Santoro, qui joue le rôle principal. Donc pour ceux qui ont aimé le personnage, tu peux redonner le titre du dernier là? c'est Heleno, du coup, comme, le nom du joueur. Il est dispo sur YouTube en brésilien, je sais pas s'il y a les sous-titres, mais le film j'ai bien aimé. Et après, quelque chose que j'avais pas vu, mais du coup qui me donne envie de voir, c'est, il y a un reportage aussi, sur, Brésil 94 sur, Netflix. Enfin, du coup, j'ai pas regardé encore ce à quoi Ils ça en ont fait un ressemblait. sur 2002 aussi, hein, OK, bah, tu vois, celui-là, je l'ai pas vu non plus. mais il est pas sur Netflix. Celui-là, on le trouve OK. sur, tu sais, ça c'était un peu comme Les yeux Ah! dans les bleus. Tu sais, ça avait Ouais, été filmé par, je sais pas si c'était Cafu ou un autre joueur qui avait filmé pas mal de scènes et c'est vrai qu'on voit des images assez inédites et donc il y en a un sur et 94, ça sur je ne savais pas. 94, ouais, sur Netflix. Donc ouais, ça m'a donné envie de le voir, parce qu'effectivement, c'est une série, oui, qui vaut le coup, et comme tu l'as dit, ça passe, assez vite, donc ouais, je recommande tout ça. Toujours sur le thème du foot brésilien et de documentaires, tu as certainement dû voir, Kaiser. Ouais, j'avais vu, ouais. Alors ça, c'est vraiment, faut vraiment que les gens qui ne l'ont pas vu le fassent, immédiatement. En gros, bah, c'est l'histoire d'un faux joueur de foot qui s'est beaucoup inspiré de Renato Gaucho, c'est ça? Ouais, il était très ami avec, Il Renato Gaucho, et donc il en il a a un petit peu beaucoup joué profité, et en gros, il a fait croire que c'était un joueur et il a réussi à signer, dans des clubs assez, enfin, prestigieux. À Bangu, il me ouais, semble? à Bangou, ouais. Puis À après, il a Bangu, aussi fait croire qu'il avait signé dans des clubs, en fait, à Ajaccio. ouais, ça, ouais. Genre, il y en a, ils disaient jouer à Flamengo, Ouais. Botafogo. Non, ça a Et il jamais été le trouvait cas, donc toujours un moyen de ne pas jouer, de signer le contrat, mais de ne pas jouer. On le recommande vraiment, vraiment ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Kaiser, tout simplement, comme le Kaiser, Beckenbauer. Et ben, en tout cas, Marcela, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. On rappelle ton actualité pour les personnes qui veulent te suivre. Ça se passe sur, Lucarno Posé, c'est ça? ouais, sur, Lucarno Posé, donc surtout, le suivi du Brasileirão, et puis, des articles culture foot,
Ouais, il doit y avoir des choses sur 70. On a fait les magazines qui devaient être encore dispo. Où là, j'avais pas mal écrit autant sur Saldania que sur vraiment le tournoi de Donc 70. c'est sur le site internet Lucarno Posé, c'est ça? Ouais, après, on avait fait des magazines qu'on peut retrouver effectivement sur le site. Et puis sinon, il y a des articles culture foot qui sont aussi en accès libre sur Internet, sur pas mal de personnages de différentes époques. Eh ben, en tout cas, merci Marcela. Je Merci te à toi. souhaite un bon match, une bonne suite de la Coupe du Monde. Et pour nos auditeurs, c'est un épisode un peu spécial, un hors-série, on va dire. On va essayer d'en refaire plusieurs sur des films ou des documentaires de football, en espérant que vous avez apprécié. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Et puis si vous laissez un petit commentaire sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et puis bientôt disponible également sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Salut Marcelin. Ciao, ciao.